Si vous gérez mal vos dividendes, vous pouvez tomber dans l'un des 7 pièges qui vous feront perdre de l'argent. Vous avez vraiment envie de ça? Depuis l'avènement de l'investissement en ligne, le dividende semble être la quête de tous les investisseurs en bourse et le rendement son saint graal. Et soyons clairs, quelle que soit la stratégie adoptée, les dividendes sont une vraie source de rendement qui impacte énormément vos retours à long terme. Pourtant, il est facile de commettre tout un tas de petites erreurs qui semblent inoffensives, mais qui vont grappiller par-ci par-là vos gains. Sauf qu'à la fin, le manque à gagner est conséquent. Alors, voyons aujourd'hui 7 de ces erreurs et comment les éviter. Et si vous parvenez à maîtriser les 2 derniers pièges, vous aurez gagné du galon dans votre parcours d'investisseur, croyez-moi. Du coup, on y va? Allez, on y va! L'objectif de toute entreprise est de faire du profit. Celles qui y parviennent se retrouvent alors assises sur une grosse pile de cash. La question étant, que vont-elles en faire? Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, je suis La Voix, et avec mon partenaire et néanmoins complice, Le Cube. Bonjour à toute la communauté. Nous vous apprenons à investir étape par étape et à utiliser les bons mécanismes pour faire mieux que la moyenne. Donc, si vous êtes une entreprise à succès, ce cash représente vos bénéfices, c'est-à-dire l'argent restant une fois que vous avez payé les fournisseurs, les employés, les créanciers et l'État. Et évidemment, cette somme, vous n'allez pas la laisser dormir, mais l'utiliser. C'est ce que les dirigeants de l'entreprise appellent l'affectation des résultats. Et là, plusieurs options, la politique de distribution, s'offrent à vous. Investir dans de nouveaux projets pour croître plus vite, augmenter les réserves de l'entreprise, la trésorerie, pour vous sécuriser, racheter des actions de l'entreprise pour augmenter la valeur boursière de celle-ci, ou distribuer les bénéfices aux actionnaires sous la forme d'un dividende, l'option qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà, le dividende connaît 3 formes distinctes. La plus classique étant le dividende ordinaire, qui sera le sujet principal de cette vidéo. Mais sachez qu'il existe également le dividende majoré, qui autorise les entreprises, si elles le décident, à distribuer un dividende plus important au profit de ceux qui détiennent leurs titres depuis un certain temps. Enfin, on trouve le dividende prioritaire lié à ce que l'on appelle des ADP, actions à dividende prioritaire. Le principe est simple, aucun droit de vote n'est rattaché à l'ADP, mais en compensation, son porteur a droit à un dividende plus élevé que les autres actionnaires. Et même si toucher un dividende semble simple, puisque au final, il suffit d'attendre que la société le verse, en réalité, il est facile de tomber dans des choses trappes qui peuvent, à terme, vous faire perdre beaucoup d'argent. Alors, voyons si vous êtes déjà tombé dans l'un des 7 pièges que nous allons vous présenter. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau ici, commencez par vous abonner. Enfin, ça c'est si vous voulez vraiment suivre la chaîne et ainsi apprendre à investir vidéo après vidéo et ne pas manquer un seul épisode. Imaginez, vous êtes tombé sur une bien belle action, avec un cours plus bas que d'habitude, qui propose un dividende assez conséquent. Cerise sur le gâteau, celui-ci sera mis en paiement dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous faites ? On se précipite sur l'action pour l'acheter et profiter directement du dit dividende. Et le jour du versement, eh bien, aucun paiement n'apparaît. Et là on se dit, mais où qu'il est donc le problème ? Eh bien, vous venez de tomber dans le premier piège des dividendes. Ne pas avoir tenu compte du calendrier de versement. En effet, vous ne pouvez toucher un dividende que si vous détenez l'action à une date précise avant son versement. En gros, ce calendrier se compose de 4 dates importantes. D'abord, la date de déclaration, correspondant au jour où l'entreprise annonce le montant du prochain dividende, ainsi que les autres dates du calendrier de versement. La seconde date, celle du détachement, que l'on trouve souvent sous la mention ex-date, est plus importante. En effet, il faut posséder l'action avant, et je dis bien avant cette date, pour avoir droit au dividende. C'est celle qui a été loupée dans notre exemple. Petite astuce, le jour du détachement de dividende, le montant de celui-ci est retranché du cours de l'action. Cette dernière est donc momentanément un peu moins chère. Ça peut être intéressant d'en profiter. Troisième date, la date d'enregistrement.
Elle est en général située 2 jours ouvrables après la date de détachement. On enregistre les actionnaires qui vont donc recevoir le dividende. Deuxième petite astuce, si vous vendez vos actions après la date d'enregistrement, vous touchez quand même le dividende. Bah oui, vous êtes enregistré comme possédant l'action avant la date de détachement. Vous suivez ? Dernière date, celle de mise en paiement, c'est-à-dire celle où le dividende sera versé sur votre compte. Et ce, à partir du moment où vous avez été enregistré, et même si vous avez vendu l'action entre-temps. Bon, ce premier piège est assez facile à déjouer. Le second est un peu plus pernicieux. Si l'on divise le dividende par le cours de l'action et que l'on multiplie par 100, on obtient le rendement de l'action. Une notion très utile qui permet notamment de comparer les actions avec d'autres placements, mais aussi entre elles. Pourtant, certains confondent les rendements distribués par les actions avec les rendements des obligations ou d'un compte surlivré. Ils pensent qu'une action qui paie 6,5% garantit un rendement à vie de 6,5%. Ce n'est absolument pas le cas. Dans l'ensemble, les sociétés essaient de lisser leurs dividendes, c'est-à-dire de ne pas les faire trop varier. Si l'année est bonne, on abaisse le taux de distribution, la partie du bénéfice qui est distribuée aux actionnaires en pourcentage du bénéfice total, de façon à avoir une progression modérée du dividende. Quand l'année est moins bonne, on augmente le taux de distribution et, le cas échéant, on puise dans les sommes mises de côté au cours de l'exercice précédent, le report à nouveau, qui n'a été ni distribué ni affecté aux réserves, de façon à ne pas avoir à réduire le dividende. Sauf que parfois, il est possible de ne pas avoir de dividende du tout. C'est ce que l'on appelle la coupure du dividende. Effectivement, en cas de difficulté, une entreprise peut décider d'utiliser les sommes qu'elle affecte habituellement aux dividendes au redressement de sa propre situation. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mieux vaut avoir une coupure ou une diminution du dividende pour faire perdurer la société qu'une société qui s'endette pour payer ses actionnaires. Mais de nombreux investisseurs ne vérifient pas l'historique du dividende et se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'ils ont investi dans une société proposant un bon gros dividende bien juteux, comme disent certains, mais qu'elle coupe ou baisse régulièrement du fait d'une mauvaise gestion. Conclusion, lorsque vous investissez dans des actions de rendement, allez voir l'historique de versement. Ça vous évitera de perdre bêtement de l'argent parce que vous vous êtes pris pour le loup de Wall Street. D'ailleurs, à ce propos, si le meilleur moyen de faire plaisir à ses actionnaires est indiscutablement de leur verser un bon dividende, avoir un énorme rendement n'est pas forcément le signe d'une bonne santé financière. Car oui, de nombreux investisseurs, la plupart du temps débutants, peuvent avoir la tentation de s'intéresser aux actions qui offrent un rendement élevé sans aller au-delà. Ce sont souvent les mêmes qui vont s'appuyer sur le principe des intérêts composés en imaginant trouver de la sécurité dans leurs revenus. Mais cette sécurité peut être illusoire. On l'a vu, le rendement est un rapport. Dans son calcul, l'évolution du résultat dépend à la fois de celle du numérateur et du dénominateur. Si le rendement augmente parce que le cours de l'action n'arrête pas de baisser, il n'est peut-être pas très raisonnable d'acheter cette action tant que son cours n'est pas stabilisé. Sinon, on risque de payer très cher sa recherche d'un haut rendement. De façon générale, méfiez-vous des très gros rendements. Même si ce n'est pas une règle absolue, au-delà de 7 ou 8%, il y a plus de chances que vous tombiez sur un titre qui se porte très mal qu'une véritable pépite. Donc, vérifiez le cours de bourse de l'action qui vous intéresse. Peut-être vous rendrez-vous compte que le haut rendement attendu n'est dû qu'à la baisse de son cours. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ce ne serait pas une situation exceptionnelle qui ne se reproduira plus ? On a déjà eu ce cas avec une valeur censée être l'affaire du siècle. On a fait une vidéo sur le sujet. Le lien est en fiche et dans la description. En tout cas, il n'y a pas de secret, il faut analyser en profondeur la société qui vous intéresse pour voir s'il n'y a pas anguille sous roche. Ou des baleines sous le gravier. D'ailleurs, il y a un autre piège lié au rendement. Mais juste avant d'en parler, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo et à nous laisser un chouette commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Donc, l'autre jour, je me faisais la réflexion. Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Toucher 1% d'une action à 1000 € ou 10% d'une action à 50 €?
Bravo le cube. Car oui, le rendement peut être parfois trompeur. Ici, dans le premier cas, on touche 10 € par action, dans le second, 5. Ce qui peut sembler contre-intuitif. Alors, bien sûr, il va y avoir la question de la somme que vous allez investir. Car si dans les deux cas vous investissez la même somme, là par contre, mieux vaut choisir la seconde action. Oui, si j'ai 1000 € à investir, avec la première valeur, je ne peux acheter qu'une seule action qui m'offrira 10 € de dividendes, alors qu'avec la seconde, j'aurai 20 actions qui me rapporteront 100 € au total. Mais le plus important est de vérifier la croissance du cours de l'action choisie. Parce que si vous ne regardez que le rendement, alors vous ne verrez pas l'intérêt d'une action comme LVMH par exemple, puisqu'elle ne propose qu'un rendement de 1,5%. Alors qu'en réalité, son cours est en croissance depuis de nombreuses années. En 2019, elle valait 240 € et proposait un dividende d'un peu plus de 6 €, soit 2,50% de rendement. Aujourd'hui, son dividende est à 13 € pour un prix aux alentours de 860 €. Donc, un investisseur l'ayant acheté en 2019 et l'ayant gardé 5 ans aurait un rendement réel de plus de 5%. Vous comprenez pourquoi Warren Buffett conserve farouchement ses actions Coca-Cola depuis plus de 30 ans ? La croissance d'une société peut vous rendre riche même si son rendement est faible. Mais il n'y a pas que la croissance du cours de bourse qu'il faut regarder. La considération précédente nous amène directement au 5e piège du dividende. Ne pas tenir compte de la croissance de ce dernier. La croissance du dividende, c'est l'augmentation régulière de celui-ci au sein de la stratégie de l'entreprise. Et c'est un facteur plus important qu'on ne le pense. Si dans un portefeuille rendement vous investissez sur des valeurs sans croissance du dividende et que leur valeur baisse, vous perdez de l'argent. Effectivement, en plus d'être un signe de bonne santé financière, l'augmentation régulière du dividende permet de compenser les périodes de baisse du cours de bourse. D'ailleurs, pour obtenir une bonne valeur de rendement, vous devez cumuler les 3 derniers éléments abordés, à savoir avoir une action dont le cours est sur une tendance haussière à long terme, une croissance de l'entreprise de 10 à 15% minimum par an et une croissance du dividende de l'ordre de 3 à 4% minimum par an. Et là, c'est le jackpot! Qui plus est, si vous avez réalisé une analyse en profondeur de la société qui vous intéresse, allez voir la playlist où on vous explique comment faire, et que celle-ci est saine, alors, lorsque les marchés seront en crise, par exemple suite à un conflit entre deux nations ou une pandémie, vous pourrez profiter de l'opportunité pour renforcer votre ligne en achetant la valeur décotée. En diminuant votre prix de revient unitaire, vous augmenterez votre rendement et, potentiellement, votre future rentabilité. Ce qui nous amène naturellement à l'avant-dernier piège à éviter. Ici, on va aborder un piège un peu contre-intuitif, mais qui est à la fois important pour la croissance de votre patrimoine, mais aussi pour comprendre le dernier piège des dividendes. On peut l'énoncer de la façon suivante. Dans une stratégie dividende avec un portefeuille rendement, il ne faut pas oublier la plus-value. Alors c'est effectivement contre-intuitif là. Pourtant, c'est assez simple. En termes de gains, on peut considérer que le dividende est une fraction de la valeur de l'action, alors que la plus-value est un multiple de la valeur de l'action. Oui, c'est ce qui fait que la plus-value permet d'obtenir, en général, des profits plus importants que le dividende, mais dans un laps de temps plus lointain. En effet, on dit que le dividende est un gain immédiat, alors que la plus-value est une espérance de gain futur. C'est notamment pour cette raison qu'en fonction de l'objectif d'investissement, on va s'orienter plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre. Par exemple, si on a une faible capacité d'investissement, on peut construire un portefeuille de rendement dont le cash permettra d'augmenter le montant d'argent à investir. Par contre, si on a un objectif lointain, obtenir un capital pour sa retraite, on peut se tourner vers une stratégie de plus-value. Mais parfois, sur un portefeuille rendement, on finit par ne plus voir que les dividendes versés, alors que la ligne qui les verse a peut-être atteint un énorme niveau de plus-value. Donc, en résumé, on ne se rend pas compte que le gain futur espéré avec la plus-value est déjà là, sous nos yeux, et que si on ne l'encaisse pas, on risque de le perdre. Tu veux dire qu'à ce moment-là, il faut vendre ? Pas forcément, mais ça vaut la peine de se poser la question.
car rien n'est plus incertain que l'avenir. Donc, rien ne dit que l'action en question continuera sur sa lancée. Il peut être plus intéressant d'encaisser sa plus-value, et donc sécuriser celle-ci, surtout que le cash obtenu peut être réinvesti dans de nouvelles lignes de rendement prometteuses. En gros, c'est la question de la gestion de son portefeuille et des arbitrages que l'on peut y faire. Et avoir ça en tête permet également d'éviter le piège le plus dangereux de la stratégie dividende. Ceux qui nous suivent le savent, sur cette chaîne, nous considérons que comprendre les mécanismes permet d'affiner la façon de les utiliser parce qu'on sait pourquoi et dans quel objectif on va les utiliser. C'est ce que nous appelons la stratégie. Pour le dividende, il y a 3 angles d'approche possibles. Soit vous le considérez comme un remboursement d'une partie du capital investi dans l'action. Dans ce cas, pour vous, le dividende n'est pas un gain et l'obtenir n'a aucun impact sur votre patrimoine. Ici, construire un portefeuille de rendement n'a que peu de sens, puisque, selon cette logique, vous ne commencerez à gagner de l'argent qu'à partir du moment où le montant des dividendes reçus sera au moins égal au capital investi. Soit vous prenez le dividende en tant que reversement d'une partie des bénéfices. Dans le même temps, vous pensez que cet argent ne sera pas réinvesti dans l'entreprise, qui voit ainsi sa croissance ralentie. C'est souvent la position prise par les détracteurs du dividende. Mais de nombreux travaux de recherche montrent que des réinvestissements plus élevés ne sont pas synonymes de rendements plus élevés. Alors, c'est un peu complexe, mais globalement, tous les investissements ne se vaudraient pas. Un investissement mal réalisé pourrait donc faire perdre de la valeur à l'entreprise. Enfin, vous envisagez le dividende comme une prime de risque versée aux actionnaires pour leur participation à l'entreprise. Cette somme provient des bénéfices, mais après que le conseil d'administration ait décidé des sommes à investir. Mais en soi, l'important n'est pas de savoir laquelle serait la seule véritable approche. Non, le plus important, du moins si vous voulez affiner votre stratégie, est de se positionner par rapport à celle-ci, quitte à choisir des approches intermédiaires. Ce positionnement vous permettra de mieux comprendre comment vous gagnerez de l'argent grâce à vos actions, donc quel type de portefeuille vous pouvez créer et, par extension, le type d'entreprise que vous sélectionnerez. Et si le rendement n'est pas votre objectif, dans ce cas-là, vous pouvez toujours vous tourner vers un portefeuille plus sécuritaire, avec l'approche expliquée dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a plu. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Ensuite, vous pouvez également liker et partager cette vidéo. Merci à tous ceux qui le font déjà. Si vous avez apprécié ce contenu, eh bien, abonnez-vous. Mais comme s'abonner sans regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Oui, pas mal de choses sur lesquelles cliquer. Mais maintenant, on peut se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Et tout ça, ça joue sur les gains. 4 000 €. Quoi ? C'est ce que j'ai perdu sur 5 ans en n'utilisant pas ces techniques. J'ai fait le calcul. Ah ouais, ça calme. Un peu, oui.